télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. L'emprunt de noms étrangers pour se désigner et de langues sacrées étrangères pour communiquer avec le divin implique forcément l'identification aux ancêtres des peuples auxquels appartiennent ces deux instruments culturels destinés à entretenir la mémoire du passé. L'automne du rassemblement des sages et 10 fils d'Afrique est donné sur la télévision du moment, Info TV. Madame, Monsieur, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et merci de choisir le chemin de la connaissance et de l'édification, mystère de la voyance, votre émission qui se déroule chaque samedi, espace horaire 21h, 22h52 minutes sur ces antennes. Ce soir, nous allons nous intéresser à une thématique d'une importance capitale parce qu'il s'agit d'un sujet qui guide nos communautés, chefferie traditionnelle et malédiction. Chefferie traditionnelle et malédiction, entre posture d'imposture et légitimité, comment reconnaître ce chef-là qui a reçu de ses ancêtres ou de ses aînés l'onction de conduire une communauté. Voici la thématique centrale qui va capitaliser nos échanges dans les prochaines minutes de ce programme. Sans oublier qu'en dernière ligne droite de cette émission, nous allons revenir sur le précieux produit d'Abema qui est abondamment sollicité pour ses résultats et autres délivrances observées par les effets de ce produit ô combien très rare. Bien, merci à vous pour votre confiance. Bienvenue à toutes et à tous. Madame, Monsieur, nous allons remercier la forte équipe technique qui est mobilisée ce soir comme d'habitude pour nous assurer et garantir la réussite de cette autre aventure des choses, de la révélation des choses cachées en télévision. Justement, avec la collaboration de la technique, nous allons respirer un tout petit peu avec une courte transition et juste derrière, nous venons dérouler le tapis rouge aux initiés du rite Balagoué. Restez avec nous, Madame, Monsieur. À tout de suite pour la suite de ce programme. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je voudrais préciser qu'au-delà du sujet proposé, vous pouvez nous écrire via les deux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran pour toute préoccupation ou autre problème. Je précise également que les deux numéros qui s'affichent toujours au bas de votre petit écran sont les numéros du grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir, avec qui vous pouvez abondamment échanger sur votre situation.
Bien, justement, nous allons accueillir Mokulimba 40 ans de pouvoir qui est la locomotive du rite Balakoué sur le plan national et international. C'est un panafricaniste convaincu. Il mène une lutte pour la restauration de la dignité des fils d'Afrique. Mokulimba 40 ans de pouvoir, avec nous. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adabé Evina. Bonsoir à l'Afrique. Bonsoir à tous ceux qui aiment la vérité. Bonsoir à tous ceux qui aiment la tradition. Oui. Rodrigue Adabé Evina, il faut dire que à chaque fois qu'on aura la possibilité de venir expliquer la tradition, Oui. nous serons toujours là. Parce qu'il faut noter que l'Afrique aujourd'hui est dans son combat, le combat pour chercher à retrouver la source même de son identité culturelle, traditionnelle et tout ce qui peut avoir. Donc, l'Afrique est aujourd'hui en train de s'éveiller parce que les Africains d'hier ont été dupés, trompés. Mais nous pensons que la nouvelle génération d'aujourd'hui, sans oublier les vrais Africains qui ont combattu à cette époque, on pense comme ça à Cheikh Anta Diop, à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba, à Chara Tangana, à Douala Mangabel et à tous les héros d'Afrique. Nous serons toujours là et on va toujours venir expliquer les choses de la tradition. Merci infiniment Mokulimba, 40 ans de pouvoir avec vous. Nous allons naturellement rester dans l'actualité. 6 novembre 1982, 6 novembre 2020, ça fait exactement 38 ans que le président Paul Biya trône à la tête du Cameroun. Vous savez très bien que sur le plan traditionnel, c'est un homme qui a reçu beaucoup de distinctions. Il s'est fait même appeler un homme Guy. Je pense que c'était une consécration, je voudrais dire consensuelle, hein, de tous les sages du Cameroun et initié comme vous. Plusieurs fois, il a souvent été proche des chefs traditionnels. Beaucoup l'appellent l'Onkunkuma. Quel commentaire vous inspire ce 38e anniversaire du président Paul Biya à la tête du Cameroun? Rodrigue Adabé Vina, merci de me donner la parole par rapport à cet anniversaire auquel le peuple camerounais, y compris nous les traditionnalistes, nous sommes en joie, nous sommes en fête, effectivement parce que nous sommes en train de fêter quelqu'un qui est né pour être. Parce qu'en tant qu'initié, il n'y a pas quelqu'un qui est quelque part au hasard. Oui. Quelqu'un est là parce que il faut qu'il soit là et c'est son temps de gloire. Alors, vous connaissez que depuis 38 ans, le Cameroun est dirigé par un homme qui a été choisi non seulement par le vrai Dieu des Africains, mais par les initiés qui l'ont donné le pouvoir de régner. Oui. Et nous pensons que, et je pense qu'en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, oui, cet homme a fait ce qu'il peut faire. C'est vrai, tout le monde ne peut pas être d'accord, parce que quand tu es dans une maison, il y a toujours certains qui vont vouloir critiquer les idées d'un père, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, nous on fait cela dans la tradition boblis ou dans le rite Balagoué que je représente, nous fêtons réellement cela. Et nous pensons que le chef de l'État, le chef suprême, le Nungi, le Nkoukouma,
l'homme lion Oui. a le soutien du Rick Balagway parce qu'il est encore là et il serait toujours là. Le moment où il ne serait pas là, il ne serait plus là autant pour moi, celui qui serait là va continuer à faire comme il a commencé. Donc on le salue, on salue toutes les personnes qui l'ont fait confiance pour diriger notre pays. Nous savons que ce n'est pas facile, même si on va dire de n'importe quoi, ce n'est pas facile de diriger une maison. Donc le Cameroun est comme une maison et il y aura toujours des critiques, mais nous continuons toujours et on parlera de lui jusqu'aux histoires comme on parle toujours aujourd'hui des héros africains. Merci infiniment, Mokulimba, 40 ans de pouvoir pour cet hommage et ce témoignage. Vous estimez que le président Paul Biya, c'est un appelé de Dieu pour conduire le Cameroun. Nous allons accueillir un brillant journaliste, c'est un écrivain également. Ses ouvrages sont là. Tuisse Loué, il est membre du rite Balagwé. C'est un visage et une voix déjà bien connue par les téléspectateurs. C'est toujours un réel plaisir de l'écouter et de travailler avec lui. Tuisse Loué, bonsoir. Bonsoir Rodrigue Alabé Vina, bonsoir à Maître Mokulimba. Bonsoir à tous nos heureux frères et sœurs africaines qui prennent toujours du temps et du plaisir à nous écouter à ce grand rendez-vous de la spiritualité africaine qui se déroule désormais tout le samedi à 21h sur Info TV. Vous vous intéressez au visage, à des figures qui ont fait l'histoire de notre nation, des figures qui se sont battues pour la véritable liberté ou la véritable libération du Cameroun. Voilà, je préfère employer ce terme-là. Pourquoi ces visages vous intéressent-ils? Alors, Rodrigue Alabé, il faut préciser que cela fait exactement 60 ans que le docteur Félix Roland Moumié, le premier président de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, a été assassiné à Genève, en Suisse, le 3 novembre 1960. Donc, nous avons commémoré l'anniversaire ou bien la cérémonie liée à son décès cette semaine, le 3 novembre du mois courant. Et à cet effet, nous avons donc invité les jeunes Africains à comprendre ou bien à méditer tout simplement sur la personne, sur le personnage, sur la valeur que représentait et que représente même jusqu'aujourd'hui Félix Roland Moumié, qui est l'un des moteurs principaux des mouvements de la révolution panafricaine. Et même celui-là qui s'est battu pour que les peuples africains et même les peuples des pays communistes puissent avoir la liberté. C'est-à-dire, je pense à Cuba, je pense également à la Guinée, je pense également au Zaïre, je pense également à tous ces pays africains-là qui ont donc reçu l'onction de la bataille de Félix Roland Moumié, qui est mort très jeune, qui était médecin, chirurgien précisément de formation, qui nous a quittés dans les conditions atroces parce qu'il a été empoisonné justement le 3 novembre 1960 par celui qui se jouait pour journaliste, qui était un service secret français. Merci infiniment, Tuisse Loué, pour ce brillant rappel historique. Vous savez, c'est très important pour des générations actuelles, parce qu'il faut bien que cela soit connu de tous. Notre passé ne doit pas être abandonné. Il faut bien réchauffer ces marmites-là, parce que ce sont des hommes qui ont fait notre fierté. Vous savez, on dit souvent que celui qui imagine son futur est cette même personne-là qui a d'abord pensé à son passé. Donc Félix Roland Moumié fait partie de ces jeunes Camerounais et Africains-là qui ont poussé les jeunes générations à penser à la libération totale du continent. Lui, il a pensé à la destruction du franc CFA. Il a pensé, par exemple, à une restructuration de l'armée, de l'administration camerounaise et africaine. Donc le combat se poursuit et je remercie beaucoup Ariel Tekwe, à qui je rends un vibrant hommage. Je remercie également Henri-Paul Mandeng Diabaté, qui sont des proches, avec qui je passe beaucoup de temps, qui nous inspirent quand même tous les jours. Le professeur Inga Moyo, avec qui nous passons beaucoup de temps pour étudier, pour repenser, pour réfléchir un peu sur même l'évolution du mouvement nationaliste au Cameroun. Merci infiniment, Tuisse Loué. Je vais accueillir Pantoum. Pantoum, c'est un membre du rite Balagwé, c'est un peu un pharmacologue traditionnel. C'est l'un des cerveaux du laboratoire
dans lequel se composent des produits assez forts et efficaces comme Dabema. Partout, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue Adalbert Regina. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Oui. Bonsoir à tous ceux-là qui aiment la vérité, parce que nous sommes là pour déballer la vérité spirituelle, des choses cachées. Nous sommes là pour édifier tous ceux-là qui veulent vraiment être édifiés par la connaissance de l'africaine. Nous allons tous les inviter à passer ces quelques temps avec nous pour discuter de ce que c'est que la tradition. Merci infiniment. Je souhaite vous poser une question tout à fait particulière. Panto, c'est devenu un véritable traumatisme d'apprécier certaines images sur Facebook. La fréquence des décès des jeunes est particulièrement effrayante. Voyez-vous, les programmes des obsèques brandis sur nos rues à la mort, partout on constate que beaucoup de jeunes quittent la vie à fleur de l'âge. Pourquoi notre jeunesse est ainsi frappée si durement par la mort? Bien, si notre jeunesse est frappée de manière fragilisée par la mort, oui, c'est justement parce que la jeunesse maintenant a décidé de tourner le dos aux réalités de la vie. Les réalités de la vie ici, c'est déjà on dit honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur terre. Oui. Mais nous trouvons maintenant des jeunes qui se permettent de poser la main sur leurs parents, d'injurier publiquement leurs parents, de ne plus respecter un certain nombre de choses, des règles qui régissent notre société, que oubliez même, si je peux dire, ce que c'est que la tradition. Or, nous savons que sans tradition, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien et nous n'allons nulle part. La jeunesse a donc besoin de renouer avec ses sources. Renouer avec ses sources, une très bonne orientation. C'est vrai que ce ne serait pas facile, ce n'est vraiment pas facile, c'est un combat de longue haleine, mais il faudrait vraiment qu'on le fasse, parce que l'urgence est là. Mais vous avez un adage qui dit que la rivière, elle s'est tordue ainsi parce qu'elle se baladait. Elle n'avait pas d'orientation. Voilà, toute seule. Elle n'avait pas d'orientation. Alors, si la jeunesse est loin de son identité culturelle, est loin de ses origines, loin de ses traditions, à qui la faute? Bien, je ne vais pas je vais déjà dire que la faute déjà est à nos parents, parce que l'éducation commence à la maison. Oui. Nos parents, certains parents, ont décidé de laisser la charge de leurs enfants à des tierces personnes, si je peux les appeler comme ça, des enseignants, qui n'ont pas aussi assez de temps pour tout dire aux enfants. Or, on sait bien que l'éducation commence à la maison. Alors, si à la maison, il y a une certaine désorientation, je ne me dis pas que c'est à l'école que ça va aller. Alors, s'il faut tirer une sonnette d'alarme, je dirais que il faudrait que nos parents à la maison, que nous qui sommes parents à la maison, que nous tirons déjà les oreilles à nos enfants en les orientant vers ce qui est meilleur pour eux, et à l'école on va juste ajouter. Merci infiniment Pantoum pour cette réaction. Je vais accueillir un aîné, c'est un sage, c'est la voix de la sagesse, la voix de l'édification. Je me sens personnellement protégé quand je lui donne la parole, en dernier lieu parce que c'est un prince, le prince Ndengue. Je suis très heureux et je me sens privilégié de travailler avec un homme d'une telle dimension. Ça fait tellement plaisir de l'écouter, et en l'écoutant, on comprend très bien la différence entre l'intelligence et la sagesse, surtout la valeur de la sagesse. Prince Ndengue, bonsoir. Bonsoir à toi, Adalbert et Vina. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Oui. Vous n'avez pas tort de vous sentir protégé.
vous l'êtes. Parce que le prince est le fils d'un chef qui lui a été voulu par les ancêtres, qui eux ont été créés par une supériorité que l'on ne voit pas. Alors comme on dit, le fils du roi est le roi des fils, alors le fils du chef est le chef des fils. Merci d'être avec nous. Prince Ndengue, je ne sais pas si vous comprenez mon inquiétude. La mort des jeunes. Vous êtes ce phare-là qui éclaire. Ces jeunes, cette génération, on va dire, naïve, déconnectée de tous les secrets de la vie et autres principes qui servent de discipline ou de guide aux véritables Africains de l'époque. Mais aujourd'hui, il est clairement constaté que les pleurs ne tournent qu'autour de la disparition, pour la plupart des cas, n'est-ce pas, des jeunes. Est-ce une colère des ancêtres ou alors des mauvaises intentions d'autres peuples qui combattent l'Afrique farouchement? On ne sait pas trop pour quelle raison. Ou alors il s'agit tout simplement soit de la négligence ou du laxisme de certains parents qui, à leur tour, on va le constater, se sont aussi séparés, déconnectés de la tradition. Adalbert, je serai un peu long pour pouvoir vous expliquer un certain nombre de choses afin que nous nous comprenions. Il y a quelqu'un qui avait dit: l'homme de bien respecte trois choses: la volonté de Dieu, les hommes éminents et l'enseignement des sages. L'homme de peu ne respecte pas la volonté de Dieu parce qu'il ne la connaît pas. Il méprise les hommes éminents et se moque des sages. C'est autour de tout ce que je viens de dire que vient la bénédiction ou la malédiction de la jeunesse actuelle. Oui. Parce qu'on ne le dira jamais assez. Nous avons, nous de la génération jeune, les longs yeux, comme ça se dit au quartier. Et ça peut nous entraîner dans des rivières où nous serons incapables de nager. Les longs yeux. Les longs yeux. C'est-à-dire l'impatience. L'impatience, la curiosité. Comme disent les autres, le vouloir. Oui. Parce qu'il est vrai qu'on peut toujours accuser les parents de n'avoir pas fait leur travail. Oui. Mais est-ce que le jeune ne sait que copier ce qui est mauvais? Ne voit-il pas ce qui est bien au niveau du dehors? Une très bonne question. Voilà donc d'où viennent la majorité des décès. Je ne dis pas tous, mais la majorité des décès, c'est par une concurrence illégale et injustifiée que les jeunes ont l'un envers l'autre. Pourquoi l'autre? Pourquoi pas moi? Vous voyez? C'est-à-dire, si je vous comprends bien, la disparition d'un grand nombre de jeunes ne repose pas essentiellement sur la volonté de Dieu. Beaucoup de pasteurs aiment trop dire: Dieu nous l'a donné, Dieu l'a repris. Bon, parce qu'en Afrique, quand il arrive quelque chose, il faut bien expliquer ça par quelque chose. Oui. Et quand quelqu'un décède, il faut bien trouver quelqu'un qui a eu à le faire mourir. Quand bien même ce serait une mort naturelle, on va toujours trouver l'occasion de trouver quelqu'un qui a eu une main mise sur le décès de la personne. Oui. Mais moi je continue à dire que ce n'est pas une situation irrémédiable.
les jeunes peuvent toujours revenir en arrière. Parce qu'un échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Un échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. Un échec de la vie. On peut toujours revenir vers nos traditions, vers nos valeurs. Et aider justement cette jeunesse à comprendre ce que vous souhaitez dire. Un échec dans la vie et un échec de la vie. Quelle est la différence? La différence est tout à fait simple. Oui. Si je me suis engagé dans des sectes pernicieuses pour pouvoir être riche, c'est un échec dans la vie. Je peux revenir auprès des valeurs de mes ancêtres et régler la situation, recevoir des bénédictions, recevoir des lavages et revenir à la vie ordinaire. Cela peut empêcher que le malin puisse avoir la même mise sur moi et ma vie continue de manière ordinaire. Mais par contre, l'échec de la vie, c'est ce que les enfants appellent c'est gâté. Ça veut dire du moment où c'est arrivé, c'est irrémédiable. Et l'échec de la vie, généralement, c'est quelqu'un qui sans avoir laissé quelque chose de valeureux. Et actuellement, dans certaines tribus, surtout dans les tribus petits, on trouve un moyen de signifier l'échec de la vie de quelqu'un au moment de ses obsèques. Parce que si vous n'avez pas construit, vous n'avez pas fait d'enfant, vous ne vous êtes pas marié, chez les Éondes par exemple, on ne va pas vous jouer les sani. Et ceux qui viendront au deuil, qui vont pas danser les sani, ça veut dire que le dernier. Et c'est un langage de l'échec de la vie. Parce que ceux qui viendront au deuil, et qui n'entendront pas parler de cette sani-là, sauront déjà qui c'est un zézémo. Donc, il a eu l'échec de la vie. Vous voyez? Et à la situation dans laquelle il se retrouve, cette situation-là est irrémédiable. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, vous voyez avec moi cette dose de lumière. C'est la lumière de la sagesse. C'est un coup magistral signé Prince Ndengue. Justement, nous allons concrètement ou décidément aborder le sujet principal de ce programme, chefferie traditionnelle et malédiction. Je vais d'abord me tourner vers le dictionnaire de la maison, le dictionnaire de ce plateau. Tuisseloué. Je m'arrête au niveau de la chefferie traditionnelle. Qu'est-ce qu'une chefferie traditionnelle en réalité? Je ne suis pas digne de parler de la chefferie traditionnelle en face du prince. Toutefois, s'il me le permet, j'aimerais qu'il m'accorde cet honneur-là de dire un peu de mots sur ce qu'est la chefferie traditionnelle, qu'il maîtrise mieux que moi. Bon, la chefferie traditionnelle. Si on veut comprendre la chefferie traditionnelle de manière métaphorique, par rapport à une pyramide, pyramide ici considérée comme un village, une tribu, une ethnie, on va se rendre compte que à la tête de la pyramide se trouve un chef. Un chef, c'est qui? Un chef, c'est celui-là qui a la responsabilité de conduire un peuple, une tribu, une masse, une ethnie. Le chef est le garant des pouvoirs traditionnels. Il est le lien, l'entremise entre le monde des hommes profanes et le monde mystique, ésotérique. C'est le chef qui reçoit le message des divins et qui le transmet aux humains que nous sommes. Le chef est un être particulier. Il est différent de nous, de vous et moi. Il est un moi. Il a l'onction des aïeux, des ancêtres. Le chef est celui-là qui règle les problèmes, les litiges de la communauté. C'est à travers le chef qu'on lie un peuple, qu'on lie une tribu, qu'on lie une ethnie. Le chef a le privilège qu'il a le plus grand totem, le lion. Le chef, Fon, chez les Bamiliki, Kunkuma, chez les Bati,
au sud du Nigeria, Igwe, le chef n'est pas n'importe qui. Le chef n'est pas un homme ordinaire, il est un surhumain. On peut le voir de manière physique comme un être vulgaire, comme toi et moi, mais sur le plan métaphysique ou bien sur le plan mystique, ceux qui comprennent la signification du mot chef, ou bien qui voient le chef à travers certains visages, comprennent très bien qu'il est différent du monde terrestre. Parce que le chef fait partie de l'au-delà. Le chef, Rodrigue Adabé-Vina, on ne regarde pas le chef dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'il a le plus grand totem, non seulement chez les Bamileke, le lion, c'est-à-dire la puissance, la force, l'invincibilité. Le chef est celui-là qui est invincible, qui a le droit de vie et de mort sur ses sujets, parce que c'est le chef qui juge tout le monde. On ne juge pas le chef, c'est le chef qui juge la communauté. Je suis très à l'aise dans ce sujet parce que je suis Bantou. Et en tant que Bantou, lorsqu'on parcourt toutes nos nations, tous nos pays, au Congo, au Bénin, Béanzin, à Abomey, dans la tribu des Abomey, est un chef extrêmement puissant. En Côte d'Ivoire, avec Konam Bédié, chez les Akans, qui a été candidat à la présidence. Oui, bien entendu. Chez les Akans, est un chef également très puissant. Au nord du Cameroun, on a la maison de Rei Bouba, Sultan de Bamoun, Sokoudjou, Chalatanga, Prince Dike Akwa. Puis vais-je citer encore concernant les chefs. Ce sont des personnes, des personnages qui jouent un rôle tellement influent et tellement important dans nos sociétés. Si bien que le profane, qui suis-je, que je suis, a du mal à donner la signification exacte même du chef. Mais comme tout le monde, je constate quand même que le chef est quelqu'un d'une autre dimension, à la fois physique. Physique, pourquoi? Parce que lorsqu'on le voit, on ne l'approche pas n'importe comment. Parce qu'on n'aborde pas le chef, il est entouré de plusieurs autres personnes. Pour l'aborder, il faut un processus, il faut tout un mécanisme. Et même sur le plan spirituel, pour aborder le chef, il faut également autre mécanisme. Même dans la désignation du chef, il faut tout un autre mécanisme. J'ai été heureusement avec le chef Biloua Efa, qui est chef suprême chez l'invoque Betsi, qui m'a appris une petite notion de la chefferie de ce côté-là. Mais j'ai été impressionné, Rodrigue Adabé-Vina. Le chef, permettez-moi, je vous ai dit tout à l'heure. Allez-y. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas digne de parler d'un chef, parce que le chef, c'est celui qui a le commandement, celui qui a la puissance, l'autorité, surtout le totem, l'invincibilité. Nous sommes ici à quelques mètres de la chefferie à Chalatanga. Je crois que là-bas, il y a la statue d'un lion. Et le lion, c'est le symbole du pouvoir, le symbole de l'énergie, le symbole de la force, le symbole de l'inattaquable. C'est ce qu'on ne peut pas attaquer. Donc, lorsqu'on parle d'un chef, je respecte surtout ceux qui ont pu conserver cette notion-là. Ceux qui ont pu conserver, qui sont au Cameroun, dans le Grand Nord, dans le Grand Ouest Cameroun, c'est-à-dire Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest, qui ont su conserver cette tradition du chef. Et il faut dire également que le chef, c'est une question de sang. Le chef est une lignée. Aujourd'hui, nous sommes avec le prince Dengue. On ne peut pas lui enlever sa chefferie. Aussi longtemps que l'humanité existera, sa chefferie restera. Il sera appelé prince. Son fils, son petit-fils, ses arrière-petits-fils. De génération en génération. En Afrique vient depuis l'Égypte antique avec les pharaons. Merci. Tu saluais pour ces explications. Bokulimba, 40 ans de pouvoir, quand j'écoute tu saluais, je me pose une question. Mais je vous la pose à vous, cette question-là. Est-ce que tu saluais parle de ce que un chef traditionnel représentait à l'époque, ou alors il parle de ce que représente un chef aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que nos chefs, par le passé, avec des particularités et des caractéristiques citées par Tuis Loué, et nos chefs d'aujourd'hui, c'est d'égale valeur? Est-ce que c'est toujours encore la même chose?
Oui, Rodrigue, par rapport aux explications de Tchoussoloé, qui réellement vient de valoriser la chefferie africaine, et vous avez vu, là où il a chuté, on a parlé de Pharaon. Rodrigue, il faut noter que la chefferie n'est plus comme avant. Parce que quand on regarde l'existence de ce monde d'aujourd'hui, la chefferie n'est plus la chefferie. Raison pour laquelle vous avez vu où on a dit chefferie et malédiction. Puisque nous avons des gens qui ont des problèmes aujourd'hui, des blocages dans leur vie, parce qu'ils vivent dans les maisons où il y a la malédiction grâce aux chefferies. D'une manière ou d'une autre. Parce que la chefferie d'aujourd'hui n'est plus la chefferie d'hier. Je suis Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Je réincarne Moukulimba qui était effectivement le griot du royaume Boblis. Oui. Il faut noter qu'à l'époque, on avait le royaume Boblis, où on avait à sa tête le roi Menam Ahanda, qui était le roi. Et dans ce royaume, il y avait les règles. Et aujourd'hui, ce n'est plus cela. Ce n'est plus cela. Les chefs d'aujourd'hui n'ont plus le pouvoir, n'ont plus la sorcellerie par la négative. La bonne sorcellerie pour diriger un peuple. Aujourd'hui, on trouve des chefs parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont nommés soit ministres, soit directeurs, soit maire, soit n'importe quoi, parce qu'il a le CFA, comme on dit, de l'argent. On est obligé de lui donner une chefferie alors qu'il ne le mérite pas. La chefferie se méritait, c'est-à-dire c'était une lignée. Ce n'était pas n'importe qui devait être chef. C'était, c'est-à-dire, voilà le prince qui va nous expliquer. Lui, on va lui donner la voilà. Oui. Mais dans la chefferie, il y avait ce qu'on appelle une lignée. Si ton père est chef, l'enfant qui naît devient prince et il devient aussi le chef si son père décède. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Oui. Aujourd'hui, avec l'administration, avec tout ce que nous pouvons imaginer, cela a causé des problèmes où des innocents viennent se retrouver en train d'avoir des malédictions, des problèmes, des difficultés dans leur vie, les problèmes d'accouchement, les problèmes de ceci, tout ce que vous pouvez imaginer, parce qu'il y a une malédiction qui touche cette famille dans la chefferie. Et comme on dit souvent, quand il y a la guerre, il y a ceux qui mangent l'argent de la guerre, mais il y a ceux qui subissent la guerre pour se rappeler des enfants qui sont morts à Kumba. Merci infiniment, Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Le prince Ndengue, on va dire la voix appropriée, la voix autorisée. Pour parler justement de chefferie, est-ce que vous voyez le doigt accusateur de Moukulimba, 40 ans de pouvoir, qui semble se pointer sur l'insoutenable imposture de certains chefs traditionnels? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut donc se dire, avec des chefs arrivés ou alors portés frauduleusement à la tête de certaines chefferies, alors nos chefferies aujourd'hui peuvent-elles encore garder la même influence, des mêmes particularités citées par Tchoussoloé? Vous en avez l'impression? Adalbert Vina, je vais dire que Tchoussoloé a donné exactement les explications qu'il fallait en ce qui concerne la chefferie. Mais pour pouvoir répondre à votre question, il est important que je vous fasse savoir un certain nombre de choses. Oui, dites-nous. On ne vote pas le chef. On ne désigne pas le chef. Le chef est voulu par les ancêtres. J'insiste.
On ne désigne pas un chef. Il n'est pas élu. On n'élit pas un chef. Le chef est voulu par les ancêtres. Ça veut dire que lorsqu'il y a un monsieur qui est chef, du moment où il est intronisé chef, on connaît déjà qui va lui succéder. Oui. Parce que en même temps, le chef est garant de plusieurs éléments de la nature. Oui. Le chef est garant de l'élément feu de la nature. Le chef est garant de l'élément eau. Le chef est garant de l'élément fer. Et le chef est garant de l'élément bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef est celui-là qui peut conjurer un sort dans un village en faisant le rite du feu. Oui. Ça veut dire qu'ici il y a des esprits qui dérangent dans un village, le chef est celui qui convoque l'assemblée et on fait un grand feu. Et les gens du village tournent tout autour du feu là, après que le chef ait fini de donner des recommandations à ce feu. Voilà pourquoi il est le garant de l'élément feu. Il est garant de l'élément feu parce que c'est le chef qui décide à quel moment il faut faire la chasse au lion. Parce qu'on ne chasse pas le lion n'importe comment. On doit faire la chasse à la panthère, c'est le chef qui décide. N'importe quelle chasse, des animaux rares sont décidés par le chef. C'est pourquoi les lances les plus sacrées se retrouvent chez le chef, parce qu'on les sort que pour faire certaines chasses. Et c'est pourquoi certaines peaux ne se retrouvent que à la chefferie. Ça veut dire que même si vous avez abattu le léopard quelque part, la tête et la peau de ce léopard doivent se retrouver chez le chef, parce que c'est une propriété, pas de la chefferie, mais de la dynastie qui représente le village. Le chef est garant de l'élément bois parce qu'il y a des arbres qu'on n'abat pas dans un village si le chef n'a pas donné l'autorisation. Il y a les singam, il y a les ben, il y a le baobab qu'on n'abat pas si le chef n'a pas donné l'autorisation. Et il donne cette autorisation après assise avec ses notables qui donnent l'autorisation. C'est pourquoi quand on s'en va abattre cet arbre-là, on dit toujours à l'arbre, c'est le chef qui nous a envoyé te chercher parce que nous allons faire un travail avec ta chair. Sinon, combien de fois a-t-on vu un arbre qu'on veut abattre dans un village et on a mis 6 jours pour abattre l'arbre avant d'aller revoir le chef? Ah oui. Qu'est-ce qui matérialise la volonté? Comment est-ce que la volonté des ancêtres se matérialise? Je vais arriver à cela parce que là je suis encore en train de répondre à votre première question. Alors, si le chef est garant de tout cela, ça veut dire que le chef est garant du pouvoir ancestral, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les arbres qui poussent sûrement sur une tombe. Et la tombe qui serait celle de quelqu'un qui est décédé du village. Ça veut dire que cet arbre-là a l'ADN de la personne qui est en dessous. Ça veut dire que l'ADN de l'ancêtre. Il faut donc que le chef intercède auprès de cet arbre-là pour que l'ancêtre en question accepte qu'on lui soutire cet ADN. Ah oui. Bon, maintenant à votre question. Je voudrais dire, à travers tout ce que j'ai dit, vous pensez vraiment que ces chefs qu'on nomme et qu'on élit dans les villages sont garants de tous ces pouvoirs-là? À quel moment il va travailler dans un ministère et pouvoir gérer tout ce dont je parle? Parce que c'est à travers tous ces éléments-là que le chef est garant et a le pouvoir sur les humains. Parce que tous ces éléments dont je viens de citer se retrouvent sur l'humain. L'humain a le fer, l'humain a l'eau, l'humain a la végétation dans lui. À l'hôpital, on nous parle des, comment vous appelez, des levures et autres. C'est une végétation. Vous avez des fers, vous avez de l'eau en vous. Ça veut dire que vous appartenez également à la nature, dont au chef. Alors, à quel moment est-ce que le chef qui est nommé, qui est voté,
par acclamation, aura le temps de pouvoir commander tout cela. Parce que maintenant, après désignation des ancêtres, le chef doit passer un rituel par lequel on lui remet ses attributs mystiques pour qu'il puisse savoir manipuler, parce que tout n'est pas de les avoir, mais il faut savoir manipuler le moment venu. Oui. Et à quel moment donc on va le leur faire? C'est compliqué. Merci, c'est tellement compliqué. Voilà, Pantoum, quand on écoute le prince Ndengue, mais je me demande, est-ce que il n'est pas nécessaire, voire même urgent, que l'on revienne à l'école de l'initiation des chefs? Est-ce qu'on a le sentiment que certains de nos aînés qui occupent ces responsabilités-là connaissent déjà quel est leur devoir, quelle est leur responsabilité? Oui, Rodrigue Adalbert Evina, pour soutenir ce que le prince Ndengue disait tout à l'heure, la chefferie a perdu son sens sacré, puisque nous savons qu'on ne vote pas le chef, on ne désigne pas un chef. Un chef est celui-là qui est préparé dès le bas âge par les ancêtres. Et s'il arrive qu'on désigne maintenant un chef, or il n'a pas été choisi par les ancêtres pour être là, vous-même vous voyez un peu le danger qu'on court. Vous voyez un peu la dérive où on va, puisque un chef qui a été préparé, les ancêtres savent à quel moment et comment est-ce qu'ils doivent communiquer avec lui. Mais celui-là qui vient et qui arrive juste parce qu'il veut, soit il est une élite, soit parce qu'il a beaucoup d'argent, il a monnayé ci et ça, il ne saura pas déjà premièrement comment est-ce qu'il faut communiquer avec les ancêtres, comment est-ce qu'il doit prendre les informations du village, comment même utiliser, même s'il arrive qu'on lui remette l'arsenal du village, il ne saura pas comment l'utiliser. Justement parce que il n'a eu aucune notion, les ancêtres ne le connaissent pas, les ancêtres ne lui ont inculqué aucune base. Alors nous voyons maintenant nos communautés qui vont de mal en pire, justement à cause de cet acte très mauvais. À cause des chefs fonctionnaires. Bien sûr, puisque le prince Ndengue l'a dit, si on se retrouve avec un chef qui travaille à Yaoundé et son village, il est tout le temps avec le Yokadouma. Comment est-ce qu'il va gérer Yokadouma étant à Yaoundé? Vous voyez un peu que ça devient bien. On appelle sa majesté ça va un peu dans tous les sens. Parce que il faudrait que le chef soit physique pour essayer d'avoir toutes les informations de ce qui se passe, soit dans la journée, soit dans la nuit de son village. Donc si je comprends bien, Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, le chef se consacre à la vie, c'est-à-dire il ne vit que pour sa communauté en réalité. Le chef ne doit pas faire autre chose à part cette responsabilité-là. Oui, Rodrigue Adalbert Evina. Je pense que voilà, c'est un problème technique qui sera réglé. Bon, de toute façon, je reviens à Mokoulimba, à Pantoum. Voilà, ça va aller. Alors, est-ce que le seul travail que doit faire le chef, c'est veiller sur la communauté? Parce que quand j'ai écouté Tuisseloué parler, j'ai l'impression que le chef n'a donc pas le droit de faire autre chose, à part veiller sur sa communauté et garder les valeurs du village. Rodrigue, s'il faudrait que nous soyons là, le chef soit là, pour veiller sur sa population, pour être en contact direct avec les ancêtres et le village, je me dis que il n'aura pas assez de temps de pouvoir jouer, de pouvoir aller ci, là,
et pour gérer. Parce que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que je ne pense pas que quelqu'un qui soit là pour veiller sur la population et qui est distrait par autre chose, je ne me dis pas qu'il pourrait remplir ses fonctions comme il le doit. Bien, voilà. Mokulimba, 40 ans de pouvoir, vous souhaitiez réagir? Oui, je disais que les chefs aujourd'hui, comme Pantoum, comme le Prince Dengue et comme M. Loué vient de dire tout à l'heure, Rodrigue, il faut dire que le chef même est garant des couples dans un village. Ah bon? Lui, c'est lui qui est garant de la paix dans les chambres et dans les ménages. Parce qu'il doit avoir un relais, une cheftaine qui s'occupe des femmes pour les conseiller que qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi telle femme ne veut pas obéir aux règles d'un mariage dans une chambre. Vous allez constater que nos jeunes sœurs d'aujourd'hui refusent totalement de servir la bonne nourriture précieuse qui est décrite selon les écrits bibliques au jardin d'Éden, ce fruit défendu. Il y a des femmes qui ne veulent pas donner ce fruit chaque nuit. Alors, quel est le rôle du chef? Le rôle du chef, c'est qu'il doit se rassurer que dans son village, tous les hommes sont épanouis. Tous les hommes sont épanouis dans leur ménage. Mais vous allez voir, qu'est-ce qui amène la délicatesse, la malédiction, les problèmes dans une chefferie? Parce que les hommes ne sont plus conscients, ils sont plus contents de leurs épouses à la maison. Ils sont privés de leur Ils sont privés de leur bonheur parce que le chef est discret. Le chef travaille à Yaoundé et la chefferie pavane sans quelqu'un qui peut venir régler le problème que madame a refusé de servir la nourriture à 22 heures. Parce que dans les normes, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui habitait dans un village, un citoyen du village, a le droit de venir se plaindre à la chefferie en disant au chef, ma femme ne veut pas me servir à 22 heures. Moi, je ne veux pas un crime dans le village. Alors, il faut que tu convoques une réunion avec la cheftaine pour que ce problème soit réglé. Le chef, alors, prenait ce problème au sérieux et partait appeler la cheftaine, celle qui commande les femmes, pour régler aussi un problème qui peut nous faire rire, mais qui est aussi un problème très sérieux. Au niveau de la communauté, au niveau de cette communauté. Voilà un peu ce que le chef doit régler. Mais aujourd'hui, si un chef se retrouve à Yaoundé ou à Paris, il travaille ambassadeur à Paris, mais lui le chef dans son village, est-ce qu'il va quitter Paris parce qu'il gère les problèmes du pays? Lui il va gérer les problèmes du pays qui concernent ses avantages, mais en laissant les gens être méprisés à 22 heures dans la nuit. En ce moment, tu comprends que c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans des villages. C'est pour ça que les gens sont obligés parfois d'aller chercher d'autres femmes et de faire du désordre et dans la chefferie. Parce que quand un homme, on lui a refusé les choses, il n'est pas conscient, il n'est pas content. Alors que tu lui poses un souci, il te répond arrogamment et il te dit de n'importe quoi. Donc voilà aussi un problème que les chefs devaient régler. Maintenant, il y a autre chose qui est encore plus sérieux. Dites-nous. Le chef, dans un village, devait se rassurer si tous les jeunes du village ont au moins quelque chose à faire. Un travail, une possibilité, parce que le chef a quand même le pouvoir ou les avantages de raconter, par exemple, les chefs d'entreprise, les ministres, les directeurs, tout le monde. Je suis chef.
au village Yadanga. Oui. J'ai les enfants de ma communauté qui ne travaillent pas. Telle personne a tel diplôme, telle personne a tel niveau et tout. Il faut leur trouver du travail. Voilà aussi le rôle du chef. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les chefs font? Les chefs qui sont par exemple ministres ou ambassadeurs ou n'importe quoi, pour les voir, leur demander l'audience, c'est comme si tu voulais acheter le visa, les billets d'avion pour aller au ciel voir Dieu en personne. C'est ça qui devient un gros problème. Or, un chef devait être permanent au village, sur place, où il devait être pour régler les problèmes de la chefferie. Alors, nous ne serons pas inondés par la malédiction, par le chômage, par tout ce que nous pouvons imaginer dans nos villages. Suivez mon regard. Merci infiniment, Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Avant de poser la question à Tuisse Loué, je voudrais me tourner vers le prince Ndengue. C'est vrai que je ne connais pas, je ne comprends pas le problème de Moukulimba avec cette heure-là, 22h. Je ne sais pas trop ce qui se passe à cette heure-là, mais il évoque les attributs de l'une des responsabilités du chef traditionnel. Il est aussi garant de la paix au village. Et vous pensez que le chef gère aussi des problèmes de famille, surtout d'intimité, par exemple, des couples? Oui, exactement, parce que en même temps, le chef est le chef physique du village. Il est également le chef métaphysique du village. Il est le chef spirituel du village. Oui. Et donc garant de la paix dans sa localité. Alors pour éviter des bruits, parce que en même temps la chefferie est un endroit calme, pour éviter que les esprits se suréchauffent, les esprits qui se retrouvent dans la chefferie, il faudrait que ce soit un endroit calme, afin de pouvoir permettre aux atomes et aux électrons métaphysiques de pouvoir gérer un certain nombre de choses. Alors, si il arrive que dans un ménage, il y a un souci, il peut arriver que le monsieur se sente lésé par sa dame parce que il y a un certain nombre de choses qui ne se passent pas bien. Le chef reste la dernière personne à aller voir après qu'on ait fait des assises et qu'on n'ait pas trouvé de consensus au niveau de la famille. On s'en va donc voir le chef qui également est garant comment je pourrais appeler, du règlement intérieur du village, y compris celui des couples. Alors il sera appelé à ressortir ce règlement intérieur et rappeler à monsieur ses prérogatives et à madame ses devoirs. Vous avez, madame, le devoir de. Le problème se pose très souvent parce que on se retrouve dans une société à califourchon aujourd'hui entre le modernisme et la tradition. Ça veut dire que madame, après avoir regardé 2 ou 3 films dans une chaîne qui ne nous donne pas toujours de bons exemples, peut décider de mettre un veto à monsieur qui lui aussi l'a regardé dans l'autre chaîne 2 ou 3 films qui ne nous donnent pas des exemples. Et alors c'est au chef de les ramener à l'ordre. S'il vous plaît, monsieur, voilà jusqu'où vous pouvez aller, et madame, voilà jusqu'où vous pouvez aller. C'est pourquoi généralement, parce que n'oubliez pas, nous nous retrouvons dans une dans une société africaine. Et c'est pourquoi à la base les Africains étaient par essence polygames. Pour ne pas mourir de faim de quelque chose, il faudrait mieux avoir plusieurs personnes qui peuvent vous servir cette chose et avoir plutôt l'embarras du choix.
que d'avoir le choix de l'embarras. Que d'avoir des complications avec. Voilà. Oui. Donc, du moment où vous avez une seule femme, le chef peut vous aider à remettre votre couple à l'ordre. Parce que souvent on peut se plaindre, mais souvent le problème n'est pas de la femme, il peut venir de l'homme. Le gars peut avoir ingurgité des trucs avec ses amis et vouloir venir essayer un certain nombre de choses dont madame n'est pas d'accord. Oui. Et maintenant, quand il y a des bruits, on peut se dire que madame et monsieur sont en train de faire des problèmes. Or, il faut voir certaines choses à la base. Donc, le chef est garant également des relations dans les couples. Parce que n'oublions pas que derrière ces couples, il y a des êtres humains. Je vais parler des enfants. Oui. Et qui vont grandir avec une certaine mentalité qui risque de ne pas être la mentalité qu'ont laissé les ancêtres, parce que le problème du chef n'est pas dans le couple, mais la mentalité qui peut s'installer dans le village et qui peut être une mentalité extérieure à ce que les ancêtres ont enseigné. Alors c'est cette comment dire, c'est ce règlement intérieur là qui peut amener le chef à intervenir auprès d'une famille. Merci. Nous allons marquer un arrêt pour prendre une première série de messages. Bonsoir, sur le plateau, j'aimerais avoir le numéro de Mokulimba pour besoins personnels. Madame Biloua depuis Nkomotou. Vous êtes justement en train d'écrire à Mokulimba. Les deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont les numéros du grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Vous voyez que le prince a raison. On accuse toujours les autres. 40 ans de pouvoir pour quel livre ou invention? Raymond de Yaoundé. Écrivez-nous avec beaucoup de sérieux parce que là, on ne comprend pas très exactement ce que vous souhaitez dire. Hein. La question que vous posez à Mokulimba, 40 ans de pouvoir, nous semble assez vide de sens. Bonsoir, monsieur Mokulimba. Je suis devant l'écran. Je regarde l'émission. J'ai bu mon remède d'abonnement. C'est Yolande. Merci. Merci Yolande de nous avoir écrit. Bonsoir sur le plateau, je suis votre malade et c'est moi qui ai fait le témoignage dans votre laboratoire le mois dernier. Voilà, le mois dernier. Pour le retard, après m'avoir donné le traitement causé et donné rendez-vous. Je vous remercie sincèrement pour ce traitement. Voilà, merci beaucoup madame. Un autre message. Est-ce possible d'être chef de village sans avoir un pouvoir mystique? Est-ce possible d'être chef de village sans avoir un pouvoir mystique? Pantoum, vous réagissez. Oui, déjà, étant chef de village, avoir un pouvoir mystique est impératif, puisqu'il faudrait dominer les esprits dans la journée et dans la nuit. Et si on n'a pas ce pouvoir-là, le pouvoir dominer ces esprits dans la nuit, je ne pense pas que ce serait facile qu'on puisse s'en sortir dans la tâche qui nous est assignée. Oui. Quels sont les signes qui permettent de distinguer un homme mystique, Prince Ndenge? Je voudrais faire comprendre qu'il n'y a pas de signes appropriés pour distinguer un homme mystique d'un homme ordinaire. Parce que le mystique a une étape que l'homme mystique développe dans le courant de sa vie. Ça veut dire que on ne peut découvrir que
moi, le prince Dengue, je suis mystique, que lorsque la situation se présente et que je montre mon savoir-faire, et c'est là qu'on va découvrir que je suis un homme mystique. Oui. L'homme mystique n'est pas un général qui va se balader avec ses galons. L'homme mystique n'est pas, je sais pas, un guerrier qui va se balader avec la science. Oui. L'homme mystique gère son état mystique dans son esprit. Mais comme l'esprit, on ne voit pas, alors il n'est pas possible de reconnaître l'homme mystique. Mais je vais vous dire qu'il y a une différence entre l'homme mystique et l'homme qui se dit mystique. Parce que là, c'est deux courants différents. L'homme qui se dit mystique, c'est celui qui a appris 2 ou 3 tours de passe-passe et qui voudrait bien faire comprendre aux gens que je suis capable de. Alors on va le voir se pavaner avec un certain nombre de choses sur lui et on va se dire qu'il est un homme mystique. Mais généralement, quand celui-là se pavane avec ces choses-là, c'est qu'il a eu des effets secondaires de ce qu'il est allé faire. Oui. Parce que n'oublions pas, quand on parle de mystique, on parle d'esprit. Et quand on parle d'esprit, on parle d'astral, de l'au-delà. Et ça ne se gère pas au simple fait que l'on vous demande de nous prouver que vous êtes un homme mystique. C'est un processus qui n'a pas besoin de preuves, mais qui a besoin des actes concrets le moment venu. Donc, il n'est pas possible de reconnaître un homme mystique, mais entre-temps, entre les hommes mystiques, oui, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent parfaitement. Voilà. Merci. Quel est le brandat du chef dans une chefferie qui s'est loué? Bon, le chef, en principe, est lié par la généalogie, pas dans le sang. C'est-à-dire, le chef n'a pas de mandat. Le chef règne autant qu'il vit. Et autant qu'il vit. Et suit après sa mort par son fils, c'est-à-dire une autre descendance qui va donc prendre la place du chef. Donc le chef, ce n'est pas une posture politique comme on veut nous faire savoir en démocratie, dans le capitalisme et tout ça. Chez les Bantous, le chef n'a pas de mandat, le chef est chef à vie. Grand maître, j'ai un problème, je n'arrive plus à durer sur la femme. Et j'éjacule très rapidement. Ça fait déjà 3 mois que ça m'arrive. C'est Junior Sangalé. Mokulimba 40 ans de pouvoir. C'est un problème sérieux. Junior est tellement frustré. Peut-être c'est sa première fois aujourd'hui de voir l'émission. Oui. Mais je pense que tout à l'heure il va voir le produit d'Abema qui au moins est en train de montrer ses compétences avec plusieurs personnes qui sont en train de le prendre. Donc Junior peut appeler après l'émission. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bien, madame, monsieur, vous regardez votre programme baptisé Mystère de la voyance. Nous allons marquer notre premier acte de cette émission justement pour regarder le produit d'Abema. Et puis juste derrière, nous allons essayer de nous interroger sur le comment reconnaître un mauvais chef traditionnel. À quel moment la malédiction intervient-elle dans la vie soit d'un chef ou alors d'une communauté ou alors d'une chefferie tout simplement. On regarde cet élément et on se retrouve juste derrière.
silence d'abord en attendant. Nous sommes de retour dans ce studio. L'équipe technique est mobilisée pour préparer cet élément. Quelques difficultés, mais ça va aller dans les prochaines minutes. Tu sais, Loué, à quel moment la malédiction intervient-elle? Dans la chefferie, je crois. Naturellement. La malédiction intervient dans la chefferie au moment où le chef se place dans une posture qui ne lui conviendrait pas. Parce qu'il faut le dire, la plupart de nos chefs ont été corrompus par des personnes qui leur octroient beaucoup d'argent, ou bien même ces chefs, entre guillemets, sont manipulés et influencés par l'élite politique administrative. Oui. C'est-à-dire que si par exemple le chef, le prince, ici à ma droite, a eu un fils et qu'il a laissé son fils pour lui succéder à son trône, on va donc chercher à détourner dans ce trône-là pour me le remettre. Moi qui ne suis pas garanti des pouvoirs ancestrales, des pouvoirs biologiques, des pouvoirs traditionnels. Dans ce cadre-là, la chefferie va perdre de toute son essence. J'ai été très frappé par la première approche de Moukoulima concernant la chefferie traditionnelle parce qu'il a commencé par dénoncer. Pourquoi il a dénoncé? Parce qu'aujourd'hui, il y a une corruption dans les chefferies. On achète la chefferie. Pourtant, c'est le sacré. On n'achète pas le sacré. Le sacré n'a pas de prix parce que le sacré vaut de l'or. Le véritable problème des chefferies, actuellement, selon la dénonciation de Moukoulima, c'est la corruption. C'est l'argent, il faut dire. Il faut le dire de manière triviale. C'est l'argent. C'est l'influence de l'élite politico-administrative qui va donc soudoyer les chefs qui ne méritent pas leur position parce qu'ils ont de l'argent, de bonnes positions dans le gouvernement, dans les affaires et tout ça. Ils veulent introniser celui qui n'a pas sa place. Mais il faut le dire, il y a un élément très important. Celui-là qui ne mérite pas la place de chef ne va pas suivre les rites initiatiques nécessaires, obligatoires et obligés même, qui conviendraient à un chef légitime, à un chef légalement connu ancestralement, de manière traditionnelle. Ici, le pouvoir traditionnel est donc bafoué. Bafoué pourquoi? Parce qu'il y a l'argent à côté. Or, qu'est-ce qu'on dit? On dit, autant le chef a des pouvoirs gigantesques, autant le chef est celui-là qui se met au plus bas niveau de l'humilité. Parce que le chef, c'est également celui-là qui écoute la communauté, qui est proche des hommes, qui reçoit leurs doléances et qui résout leurs solutions. C'est le chef qui est l'entremise parfois entre les populations pauvres et les élites. Parce que c'est le chef, Adabé Vina, qui va voir l'élite pour dire, Pantoum a tel problème, voilà comment il faudrait faire pour le résoudre. Mais aujourd'hui, nos chefs, désolé de le dire, sont devenus des pantins, des marionnettes, des choses, des instruments que les hommes politiques et l'administration manipulent à leur propre fin. Si je suis ministre, dans mon village, je dois imposer un chef qui doit m'obéir, qui m'écoute, qui n'a rien à y voir avec une descendance de chefferie. À ce niveau, le chef perd de toute son essence. Voilà pourquoi, à l'ouest Cameroun, chez les Bamileke, lorsqu'un chef n'est pas à sa place, il ne suit pas les rites initiatiques. Il y a des chambres auxquelles le chef, entre guillemets, n'accède pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à la hauteur, à la dimension de ce chef-là voulu par les ancêtres. Il y a une chose qu'on appelle le mbak. Le mbak. Le mbak. Il faut l'avaler. Chez les Bamileke, le chef qui est manipulé, qui est influencé, n'envale pas le mbak. Parce que le mbak est sacré. Dès que tu l'envales, tu risques la mort. Mais les chefs qui sont là, qu'on a positionnés là comme des petites marionnettes là, ne peuvent pas l'avaler parce qu'ils sont exclus du jeu de la chefferie traditionnelle. Et c'est dommage pour nous aujourd'hui qu'on retrouve les choses partout. Je vois un prince en route, je lui ôte son chapeau, je vais tâter Oneza. Tu es qui? Oneza. C'est dommage. C'est dommage, tout simplement. Bien, Prince Ndengue, quels sont les malheurs qui illustrent la malédiction qui frappe ou alors qui pèse sur une chefferie, sur un chef et sa communauté? Ces malheurs-là sont lesquels? Je voudrais déjà d'abord dire qu'il n'y a pas de malheur sur le chef. Il n'y a pas de malheur sur le chef. Parce que
la bénédiction du village, du royaume, vient du chef. Mais alors, au cas donc de ces imposteurs, c'est ce que je voudrais vous faire comprendre, que ces chefs ne sont pas chefs. C'est pourquoi il y a certaines choses qui les frappent. Mais quand on est chef, parce qu'il faut voir, Albert, il y a un problème. Le phénomène de certains proxénètes idéologiques qui ont prostitué le poste de chef a fait en sorte que n'importe qui peut décider de vouloir être chef. Mais cela ne s'arrête pas qu'au niveau de simples lettres qu'on va écrire sur le papier. Ça va plus loin que cela. Sinon, comment les ancêtres font pour vous envoyer? Parce qu'en même temps, pour que vous soyez chef, comme je vous ai dit, le chef est garant de plusieurs caractères. Le chef est garant de plusieurs, comment dire, de plusieurs vibrations du village. Alors, si ces vibrations-là, le monsieur qui se retrouve à être chef n'a pas le code. Parce que c'est à partir de ces vibrations-là qu'on lui envoie des messages. C'est à partir de ces vibrations-là qu'on lui envoie des puissances. Alors, si le monsieur qui a décidé d'être chef n'a pas ces codes, n'a pas ces vibrations, il aura ce qu'on va appeler la malédiction. Comme moi, je n'appelle pas malédiction, mais je préfère appeler punition. Parce que ce ne sont pas des malédictions, c'est des punitions. La malédiction, c'est quand on vous reconnaît quelque part et que vous avez outrepassé les règles de ce quelque part-là. Alors on vous frappe d'une malédiction, mais on vous punit parce que vous avez décidé de faire ce qui est interdit d'être fait alors que vous n'appartenez pas à ce couloir-là. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une malédiction pour un chef, mais il y a la malédiction ou la punition pour un soi-disant chef ou alors celui qui s'est autoproclamé chef. Comment savoir donc qu'il est puni? Non, les punitions sont nombreuses. Oui. Justement, ils souhaitent les connaître. Il peut arriver que vous ayez décidé que vous soyez chef et que vous ayez vilipendé votre argent à gauche et à droite. Oui. Mais en même temps, votre pouvoir ne sera pas reconnu ni par les hommes, ni par les ancêtres. Alors, il peut arriver que les totems, vous jouez les sales tours, c'est-à-dire, c'est quand vous avez décidé d'être chef, que le cacao ne produit pas au village, que les champs ne donnent rien. Parce qu'en même temps, il faut motiver ces éléments dont je vous ai parlé, dont le chef est garant. Et c'est toute la communauté qui subit. Et c'est toute la communauté qui subit, parce que c'est la communauté qui vous a laissé vous asseoir là où vous ne deviez pas vous asseoir. Alors la punition est un mal commun à toute la communauté, parce que jusqu'à ce que la communauté comprenne que la malédiction de notre village vient du trône et on va vous catapulter de cet endroit là. Alors il peut arriver que soit il y a des champs qui ne donnent pas, il y a des rivières qui dessèchent. Ça on l'a vu. Il peut arriver qu'à un moment donné qu'il y ait des phénomènes incroyables dans le village, c'est-à-dire les jeunes qui décident de s'entretuer souvent, de se poignarder, de se lancer à la dos. En fait, tout ce qui est mauvais arrive pourvu que la communauté finisse par se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis que ce chef est là. Et on va le dire, les chanceux sont ceux qui arrivent à tout, les malchanceux ceux à qui tout arrive. Alors quand vous vous retrouvez dans le deuxième camp, il va tout vous arriver pour que, à part la fin, vous finissiez par comprendre que avec ce chef-là, ça ne donne pas. Oui, merci infiniment. Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Parlez-nous de ces malheurs-là, de ces punitions qui frappent tant les apôtres de l'imposture au niveau de nos chefferies. Oui, les malédictions sont énormes. Vous allez constater que parfois, quand les ancêtres ne sont pas d'accord d'une posture de chefferie qui a été
arrachées par le pouvoir, soit politique, soit financière, vous allez constater que dans cette famille, il y a une lignée qui va avoir trop de difficultés. Comme par exemple, le prince disait tout à l'heure, les productions de nourriture du sol. Même des femmes vont partager la stérilité, même les hommes. Imaginez une fille qui est maudite, qui est une malédiction dans un village parce que ce village a été maudit. Et cette malédiction, elle arrive à Yaoundé. Étant très belle, un homme va garer son véhicule et va tomber amoureux de cette femme. Voilà une malédiction que tu viens embrasser en pleine journée sans savoir. Raison pour laquelle il y a des écoles initiatiques, des écoles traditionnelles ou des initiés, pour que à chaque relation il faut regarder si la personne que je me mets en couple avec cette personne est une bonne personne. Ce n'est pas pour rien que la semaine dernière nous avons peut-être fait l'émission sur les mauvais jours et la voyance, parce que tout il faut contrôler, il faut voir. Nous ne parlons pas de cette thématique au hasard, c'est parce que les risques sont énormes, parce que nous ne savons pas les gens que nous croisons tous les jours et qui nous apportent. Vous allez voir une femme, une fille ou un homme que tu racontes en cours de route, qui vient, au lieu de venir faire une évolution dans ta vie, vient plutôt amener une malédiction, des difficultés, des situations qui arrivent et éclenchent parce que tu t'es mis en couple ou en relation avec cette personne. Donc le risque est énorme, et ce virus d'une malédiction, d'une chefferie mal organisée, mal prise, peut injecter ce virus à un bon nombre de personnes. Voilà. Pantoum, dites-nous, est-ce que l'environnement n'influence pas aussi le mode de vie d'une chefferie? Vous avez écouté le prince Ndengue, et surtout tu se louer sur les attributs d'un véritable chef. Comment garder les valeurs et les traditions d'une communauté. Mais déjà, ça concerne quel type de chefferie? Vous pensez vraiment que les chefferies de Yaoundé, par exemple, en plein cœur de la ville là, peuvent aussi garder ces valeurs traditionnelles avec autant de rigueur? Ou alors il s'agit là, on ne peut que s'intéresser aux chefferies qui sont dans l'arrière-pays? Pas du tout, pas du tout. Puisque chef c'est chef. Il n'y a pas un chef d'arrière-pays et un chef de métropole. Tout le monde porte la casquette de chef. Alors, chacun devrait normalement avoir les mêmes attributs. Chacun devrait respecter l'environnement de la même manière. Chacun devrait être garant des institutions mystiques. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de brousse à Yaoundé où on fera la chasse, selon ce que disait. C'est vrai, il n'y a plus de brousse à Yaoundé. On va chasser le lion. La chasse. Mais déjà, on ne va pas que s'attarder sur la chasse. Il y a bien d'autres choses à préserver en dehors de la chasse. Merci. Voilà, Prince Ndengue, tu sais va réagir. Voilà, vous souhaitiez réagir sur la question. Oui. Je voudrais dire à la suite de Pantoum que quand on est chef traditionnel, c'est qu'on est chef traditionnel. Et il y en a qui disaient toujours, le chef a raison, même en pyjama. Il a raison. Alors, c'est pas parce que je me retrouve dans la ville de Yaoundé que je vais perdre la notion de chef, ou bien des attributs, ou alors, je sais pas, de mes prérogatives. Je dis une chose, c'est une question de volonté. C'est une question. Je vous ai dit que le chef
est une personne mystico-somatique. Ça veut dire qu'il a en même temps le mystique et le soma. Et quand je parle de lance, par exemple, elle peut être une lance physique ou alors une lance spirituelle. Tout quartier de Yaoundé a d'abord été village de quelque part. Ça sous-entend que celui qui se retrouve chef dans cet endroit-là doit pouvoir connaître les rouages et les fondamentaux de la terre qu'il piétine. Une histoire. Voilà, de la terre qu'il piétine. C'est pourquoi je dis, quel que soit l'endroit où on se trouve et on est chef, le chef ne perd pas ses prérogatives, à moins qu'il les ait achetées. Merci. Tu sais, le vous réagissez, on va prendre cet élément d'abord. Je voudrais dire que la notion de chef ou l'autorité du chef ou encore la place du chef dépasse même l'espace et même le temps. Parce que si on parle du chef en Afrique, il faut préciser qu'il est contextuel. Parce que en France, par exemple, il y a Monaco qui est une principauté qui est considérée comme un royaume. Il y a également le Japon où il y a un empereur. En Turquie, il y a ce qu'on appelle généralement les sultans qui sont considérés également comme des chefs. Il y a en Espagne, il y a également l'Italie, il y a plusieurs pays où la notion est juste. Si seulement on parle de chef, là-bas on parle d'empereur, et tout ce qu'on peut imaginer. Donc le chef, ici chez nous, est le dépassement de toute chose qui n'a rien à y voir avec la ville. Yaoundé est un village, le Japon est un village, la France, Paris, Monaco est un village. Il y a des Parisiens qui ont pour village Paris, il y a des Yaoundéens qui ont pour village Kobili, Messassi, Mendon et tous les autres. Donc la notion du chef va au-delà de tout cela. Donc ce que le prince a dit, c'est une notion spirituelle et psychosomatique qui dépasse l'entendement même du monde profane. Voilà, prince Ndéné. Oui, je voulais ajouter à cela le fait que la notion de chef est voulu être mise en homogène. C'est-à-dire que tous les chefs sont au même pied d'égalité. Je vais vous faire comprendre que, en ce qui me concerne, je pense que c'est une erreur. Et cela vient plutôt de l'administration. Moi, je suis prince chez les États, par exemple. J'ai des notions de la chefferie dans l'Ouest Cameroun. Mais je ne peux pas être chef dans l'Ouest Cameroun parce que j'ai des notions, peut-être physiques, peut-être métaphysiques, mais je n'ai pas de mécanismes me permettant de pouvoir gérer le mystique à l'Ouest. Alors, le fait déjà de demander au chef de pouvoir mettre une tenue uniforme, pour moi, est déjà un problème. Parce que, en mettant tenue uniforme, je ne représente plus le totem de ma tribu. Imaginez que si on avait décidé que la tenue uniforme de la chefferie au Cameroun soit comment dire, la carapace de la tortue, je vous ferai comprendre que du coup dans le Rumbam tout le monde démissionnerait de la chefferie. Mais c'est cette manière de vouloir faire les choses en homogène qui fait problème aussi, parce que les considérations qu'on aura du chef à gauche ne seront pas les mêmes. Si dans le Grand Ouest il faut taper des mains pour rencontrer le chef, et que dans l'Ouest là, ce chef commence à mettre cette tenue là, moi qui quitte du Sud, tu peux dire bonjour majesté, moi j'irai dire bonjour majesté à l'Ouest, parce que je l'ai vu avec la tenue. Je le réduis au niveau de la tenue que je l'ai vu. Mais si par contre je le rencontre avec ces tenues terribles de l'Ouest, je prendrai d'abord 2 ou 3 pas avant de le saluer. Et pareil, si vous étiez dans le centre, que vous rencontriez un chef traditionnel avec la tête de lion, la tenue du léopard, monsieur, quand même, un monsieur qui porte ces trucs-là, je ne suis pas sûr que même vous pourriez lui tendre la main. Vous comprendriez directement que c'est un problème ici qu'on ne gère pas n'importe comment. Mais un chef qui est habillé comme un sous-préfet, c'est comme le sous-préfet qu'on trouve devant le bureau à qui on dit « je voudrais vous rencontrer ». C'est là le problème. Merci infiniment, Prince Ndéné. Madame, Monsieur, la révélation de la puissance de la forêt
même pour des problèmes qui vous semblent tellement compliqués, se fait dans cet élément que nous vous proposons tout de suite. Et maintenant, il s'agit du dabement. Regardons les merveilles de ce produit-là et on se retrouve juste derrière pour en parler avec les sages du rite Balagoué. A tout de suite. Bonjour, bonjour. Je suis le grand maître Moukouleba, 40 ans de pouvoir. Je suis dans mon laboratoire pour préparer l'émission Mystère de la voyance ce soir. Et comme vous le savez à l'accoutumée, vous savez, avant de commencer une émission ou avant de commencer la journée, il y a d'abord des rites à faire. Donc là, nous sommes en pleine incantation. Nous devons mettre le nécessaire au feu. Parce qu'il faut appeler les ancêtres. Il faut appeler les esprits pour nous permettre de commencer la journée. Commençons d'abord par appeler les entités supérieures. Parce que avant de commencer chaque chose, il faut d'abord les appeler. On les appelle d'abord. Et après, ils vont arriver pour nous permettre de passer la journée très bien dans la paix, dans la prospérité. Ce soir, nous allons parler du pouvoir de chefferie et de la malédiction qui se passe dans les chefferies. Vous savez que chaque chefferie a ses règles. Baba, si vous voulez le goût, parce que nous avons bien attaqué, nanana, yumwele, ça d'accord. Il y a un yekano wula, fangula, fangoa, yosdoa, ne tatkei, yosdoa, asuna, yumwele se pigle, yekano ba fangoa, jana. Ben vebe goulte. Ben vebe goulte. Na yo moi la so kom. E ka no wule fang nyoa. Fang yokba.
avez la moindre, entre guillemets, complication, manifestation, appelez le maître Moukoulima, dis-lui que voilà comment ça s'est exprimé, parce que moi je l'ai consommé par exemple. J'ai été purgé, je l'ai consommé à 5h du matin, j'étais purgé jusqu'à midi. C'est à 13h que j'ai pu prendre un verre d'eau. Contrairement aux autres personnes qui n'ont pas eu les mêmes manifestations que moi. Mais le résultat est réellement la même chose. Merci. Voilà, Pantoum, une autre précision. Si une femme a des problèmes de stérilité, que ces problèmes sont liés au mysticisme, le Daboma, à ce moment-là, ne fait rien du tout. Pas du tout. Rosé Gadalbert et Vina. Déjà, à ce niveau, il faudrait déjà un examen profond. Il faudrait déjà trouver la cause du blocus. Parce que si c'est une cause simple, naturelle, le Dabema gère tout simplement. C'est un bulldozer qui vient dégager le souci. Si le problème est déjà de manière surnaturelle, alors il faudrait que on voie ce problème de plus près pour voir déjà où il y a problème et le Dabema vient faire le reste. J'imagine que les Africains sont curieux de savoir combien ça coûte le produit Dabema. On rappelle tout le temps ici que 1 litre de Dabema pour toute une famille coûte 20 000 francs. Pour toute une famille? Oui, coûte 20 000 francs. Le produit est suffisamment fort pour suffire à toute une famille. La quantité d'un litre, 20 000 francs CFA seulement. La quantité est suffisante pour une famille. Et ceux-mêmes qui sont venus prendre le produit, qui sont déjà passés par le produit au laboratoire, nous en font des témoignages pour dire que oui, effectivement, la famille a pris et elles sont satisfaites. Et ça va, merci. Bien, Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, mystère de la voyance est terminé. Oui, Roby, on se dit à samedi prochain. Votre dernière réaction? Ma dernière réaction, c'est qu'il faut faire confiance à l'Afrique. Il faut faire confiance à la tradition. Et voici le produit, le Dabema, qui va venir régler tous vos problèmes. Mais ceux qui sont à Bertois, à Ngandere, pour ceux qui vont voyager, comme on a dit, je prends la route tout à l'heure pour Bertois, je serai à Belabo. Donc, nos fidèles téléspectateurs qui sont à Bertois, qui voulaient me rencontrer la semaine dernière, j'étais à Douala la semaine dernière. Dans cette semaine, je suis à Belabo. Vous pouvez appeler après l'émission. Sur ces numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Tu es seul, merci d'être venu. Merci beaucoup à Adabé Vina. Il faut dire que si la médecine chinoise a pu évoluer, c'est parce que le gouvernement a accompagné. Et nous supplions également les autorités camerounaises de pouvoir faire la promotion des produits traditionnels africains, qui sont mieux importants que les produits importés. Je vais m'envelopper de la couverture du prince Dengue pour sortir d'ici en toute sécurité. C'est lui qui va conclure cette émission. Prince Dengue, merci d'être venu. Merci à vous. Et pour conclure cette émission, je voudrais faire comprendre aux Africains que la chefferie n'est pas une écurie où on va aligner les chevaux partants et disqualifier les chevaux non partants. La chefferie, elle vient des ancêtres. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. À la maison, nous avons regardé, madame, monsieur, peuple d'Afrique. Retrouvez votre émission demain, rediffusion à 7h du matin demain dimanche, 7h du matin sur la télévision du moment. Parce que le meilleur, c'est ici. L'Africain n'invente pas la tradition, mais c'est Dieu qui fait de l'Africain propriétaire de cette tradition-là, dans laquelle réside un véritable bonheur. Votre bonheur n'est pas forcément devant vous, il est derrière vous. Madame, monsieur, merci de nous avoir regardé. On se dit à samedi prochain quand il sera 21h sur ces mêmes antennes. Merci à la dynamique équipe technique qui nous a accompagnés dans le cadre de cette émission comme d'habitude. Restez fidèles au programme de la télévision Info TV. Le meilleur, c'est ici. Très bonne soirée, très bon week-end à toutes et à tous.
c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.